Bonjour, bienvenue dans votre émission internationale. Très heureuse de vous retrouver pour ouvrir ce magazine, notre séquence instantanée. Je vous propose d'entendre ces mots. Ils sont restés relativement confidentiels. Ils ont été prononcés par notre invité, Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères, prononcés il y a quelques mois au Kurdistan irakien. Well, I'm waiting for this moment since, J'attends ce moment depuis 50 ans. you were not born, so Vous n'étiez pas nés, certains d'entre vous. yes, I'm waiting Oui, for this moment. j'attends ce moment, l'indépendance du Kurdistan. There is one moment. Il y a un moment pour dire la vérité au monde, pour dire « mes chers amis, mes frères », comme nous avions l'habitude de le dire. Brothers, as we used to say. C'est le moment opportun d'exprimer votre conception de votre société. Bonjour Bernard Kouchner. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez avec les Kurdes à Raqqa, en Syrie, il y a encore quelques jours. Nous reviendrons sur ce voyage. Mais tout de suite, on vient de vous entendre. Pour vous, l'indépendance du Kurdistan irakien, on a le sentiment que c'est inéluctable. Pourtant, il y a 48 heures, Washington s'est dit opposé au référendum du 25 septembre prochain. Pourquoi êtes-vous si confiant ? Parce que je crois que 40 millions, car ils sont 40 millions de Kurdes qui se battent ou qui ne se battent plus, se battent souvent pour l'indépendance, vont y parvenir, que c'est normal, que c'est le plus grand peuple sans État. Les différences entre eux et parfois les affrontements sont réels, mais ce n'est pas aux Américains de décider, ni aux Français. Vous savez, personne n'est d'accord pour bouger les frontières. Et puis à un moment donné, lorsqu'elles ont bougé, tout le monde est d'accord pour les reconnaître. Ça prend du temps. Il n'est pas étonnant que dans cette crise au Moyen-Orient, très longue crise, personne ne souhaite mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas étonnant, mais je crois qu'à un moment donné, les mouvements de ces peuples... Donc vous êtes confiant. Vous appelez dans ce petit extrait les Kurdes, on vient de l'entendre, vos frères. Pourquoi ce mot? Que représente-t-il pour vous? Écoutez, je crois que je suis le plus vieux soutien des Kurdes. Ça a commencé en 74-75. Et comme la vie finit de temps en temps, vous voyez, moi je reste fidèle à ces gens qui, je crois, constitueraient une espèce de démocratie où aller vers la démocratie sera plus facile avec au milieu un Kurdistan stable. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que c'est 40 millions. Mais le mot frère, c'est un lexique... c'est la famille? Comment la famille? Oui, c'est la famille, je le connais depuis longtemps, j'y suis allé très très souvent, je suis resté des mois. Je connais un peu, je ne dis pas que ce sera simple, je ne dis pas... j'ai pas raison à 100%, mais je pense que oui, il y aura un Kurdistan. D'abord, ils vont voter. Vendredi, le 25, il y aura un référendum. Sur l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura l'indépendance tout de suite. Qu'ils vont oui, il y a des négociations peut-être prévues. On va revenir sur ces questions, Bernard Kouchner, avec nos confrères de RFI et du Monde. Mais regardez, je vous propose de regarder ce petit focus de Bastien Bory. C'est votre parcours toutes ces années aux côtés des Kurdes. Des dispensaires du Biafra aux dorures du Quai d'Orsay jusqu'à Mogadiscio, il y aurait tant à dire sur vous, le French Doctor. Mais de tous vos patients, les Kurdes sont l'urgence absolue. Une urgence qui fera votre marque, Bernard Kouchner. Une forme de solitude. La preuve, en 1974, vous êtes au secours des Kurdes opprimés, au nez et à la barbe du gouvernement français proche de Saddam Hussein. 17 ans plus tard, rien n'a vraiment changé dans ces montagnes meurtries. Le peuple kurde est soumis à des bombardements. Seul, encore une fois, vous parvenez à faire adopter la résolution 688 de l'ONU pour offrir aux Kurdes un instant de répit, duquel vous ne sortez pas indemne, visé sans être blessé par un attentat. Courir le risque de l'isolement, c'est aussi ce que vous faites en 2003 en soutenant l'intervention en Irak, avant d'ouvrir en 2008 une représentation diplomatique française à Erbil en tant que ministre des Affaires étrangères. Nous avons besoin d'un Kurdistan solide dans un Irak libre et démocratique. Du Kurdistan solide, il semble que nous ayons aujourd'hui besoin de combattants. Ces Peshmerga en première ligne contre Daesh. Après cette guerre, Bernard Kouchner, vos frères kurdes ne seront-ils pas de nouveau livrés à eux-mêmes ?
Bernard Kouchner, 2 journalistes nous ont rejoints, Sophie Malibaud pour RFI et Philippe Ricard du journal Le Monde. Sophie, une question sur la responsabilité de tous ceux qui encouragent la création de cet État kurde. Tout à fait. Bernard Kouchner, les Irakiens sont très échaudés par les interventions extérieures, notamment depuis 2003, on le comprend. Est-ce que vraiment c'est le moment de prendre fait et cause pour une des parties en conflit, en l'occurrence les Kurdes, par votre intervention aujourd'hui? C'est pas mon intervention. Ce sont les Kurdes. Vous les encouragez absolument? Oui, non, je les encourage parce qu'il n'y a pas de bon moment pour choisir l'indépendance. Il n'y a jamais de bon moment. Et tout le monde refuse d'avance. On verra bien. Eux, c'est pas nouveau. Mais il y a des moments critiques aussi, quand on sait qu'en ce moment, l'organisation de l'État islamique est en train de reculer. Oui, et alors? Et que donc, de nouveaux conflits peuvent... Mais non, on ne peut pas faire de nouveaux conflits. Là, vraiment, tout le monde s'est battu contre tout le monde. Mais pour le moment, les Kurdes, en tout cas les Kurdes d'Irak et en tout cas les Kurdes de Syrie, se battent contre Daesh, contre l'État islamique. Et nous profitons de cette bataille, que nous soutenons d'ailleurs très fortement, surtout les Américains, mais les Français aussi. Et eux se battent, eux ils meurent. C'est pas le moment. Je pense que ça peut pas être pire que maintenant, en effet. Mais il n'y a jamais de bon moment pour décider. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils font un référendum et on saura si une partie importante de la population, ou non, se prononce pour une indépendance qui ne se fera pas du jour au lendemain. Ils sont en train de négocier avec Bagdad, ils continueront de négocier et on verra bien. Mais il y aura l'affirmation d'un désir, dans une autonomie déjà grande, d'un désir d'indépendance pour ces millions de Kurdes qui le disent haut et fort depuis longtemps. Mais vous dites quand même, Bernard Kouchner, que c'est le moment d'affirmer cette Ils ont choisi ce moment. On ne va pas reculer tout le temps. Il semble que l'organisation soit prête, si j'ose dire, pour que se manifestent par oui ou par non les millions de Kurdes d'Irak. Pas les 40 millions sur les autres pays. Il n'en est pas question pour le moment. Ce sera un début, encore une fois, dans une autonomie assez grande, qui marquait déjà cette volonté fédérale, une volonté fédérale en Irak, avec une constitution qui s'y prête. Voter n'est pas un crime. Comment vous expliquez, M. Kouchner, l'attitude en fait, de Washington qui est très contre le référendum, on l'a vu encore ces derniers jours, et qui par ailleurs soutient les Kurdes ou utilise les Kurdes, peut-être les instrumentalise dans la guerre contre l'État islamique en Syrie, en Irak, etc. Comment vous expliquez ça? Par un cynisme de grande puissance, c'est toujours comme ça. Mais enfin, ils soutiennent beaucoup. J'étais à Raqqa il y a quelques jours. Le soutien matériel des Américains est très grand. Mais c'est vrai, ce sont les Kurdes qui se battent. Et pas seulement les Kurdes à Raqqa, les Arabes et les chrétiens. Mais je comprends bien. Ils peuvent changer, ils peuvent toujours changer d'avis. Ah bon? Les Américains, bien sûr, changer d'alliance. Bon. Mais les Américains comme les Russes. Tout le monde nous surprend dans cette matière. Et tout le monde se bat par personne interposée. Donc c'est vrai que ça paraît, encore une fois, hasardeux. Mais il faut, à un moment donné, affirmer que les Kurdes, ce peuple sans État, veut un État. Bernard Kouchner, vous venez de le dire, vous étiez à Raqqa, cette ville qui a été aux mains du groupe État islamique pendant près de 4 ans. Mais qui est encore, pour une part, aux mains. Voilà, mais en partie libérée, pour les 2 tiers. Alors, racontez-nous, dans quelles circonstances vous êtes allé à Raqqa, qu'est-ce que vous y avez vu et que vous ont dit vos interlocuteurs? Écoutez, je ne vais pas vous faire un récit de voyage, mais Raqqa, c'était la capitale de l'État islamique. Et en face, les Kurdes de Syrie. Capitale autoproclamée. De Syrie, notez bien ça au passage, car les Kurdes souvent s'affrontent entre eux. C'est eux qui ont mené l'assaut avec l'aide américaine, avec l'aide française, avec l'aide britannique, etc. Mais ce sont eux qui se sont battus, avec des femmes en particulier, parce qu'il y a dans cette armée une égalité des sexes extraordinaire. Et ce sont ces jeunes femmes dont certaines, les Yazidis, ont subi pas seulement les brutalités, les meurtres et le massacre effrayant des gens de l'État islamique, il y a quelques mois, un peu plus d'1 an en particulier. Donc ils ont pris une partie de la ville, mais ce sont les Arabes qui se battent. Je voudrais bien insister là-dessus, si vous me le permettez. Oui. C'était une ville arabe, Raqqa, devenue capitale de l'État islamique. Ce sont les Arabes qui sont en première ligne, les Arabes de cette région. Oui, l'armée, disons l'armée démocratique, ce mot est utilisé un peu partout,
L'armée démocratique est dirigée par les Kurdes, mais ce sont les Arabes qui sont en première ligne, puis les Kurdes, puis les Syriaques, c'est-à-dire des catholiques. Alors, c'est une alliance qui peut perdurer dans cette région, et pas seulement pour Raqqa, j'insiste là-dessus. Et c'est une alliance, à mon avis, avec un petit avenir et peut-être un grand avenir. Ils se battent, il reste 1000 combattants islamiques dans le nord de la ville, et ils ne sont pas prêts de se rendre. D'ailleurs, ils ne se rendront pas, et évidemment, il y aura beaucoup de sacrifices pour les déloger. Il y a des milliers de mines partout, et tous ces hommes et ces femmes, malheureusement, parce qu'il y a des femmes et des enfants qui sont otages des Daesh, ils ne se laisseront pas prendre sans se faire exploser. Donc c'est une très grosse bataille. Et d'après ce que vous avez vu, et d'après ce que vous avez entendu, combien de temps durera encore cette bataille et cette reconquête, si effectivement elle est confirmée dans les prochaines semaines ou mois, est-ce qu'elle sera durable, cette reconquête? Écoutez, eux disent 2 mois. Comme le commandement de l'armée. À un moment donné, parce qu'on veut vraiment qu'ils se battent pour nous, n'est-ce pas? Et ils le font. Alors n'oublions pas ça. Ceux qui se battent contre le Daesh, ce sont les Kurdes. Et ce sont les Arabes de la région, et ce sont des chrétiens. Ceux-là disent 2 mois. Peut-être que ce sera un peu plus court, mais je ne le crois pas. C'est vraiment une bataille féroce. Vous vous souvenez des images peut-être que vous avez vues de Berlin à la fin de la guerre. C'est comme ça. Tout est démoli. Et vous l'avez vu, là c'était en Irak et vers Mossoul, les villes chrétiennes sont entièrement démolies. Détruites, oui. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai 2 mois, mais au moins 2 mois, avec une difficulté et des sacrifices et un courage extraordinaire. Sophie. Bernard Kouchner, qu'est-ce que ça vous inspire le fait que les Kurdes, justement, sont absents du processus qui se déroule à Astana, où cette semaine encore, on voit, sous l'égide des Russes, des Iraniens et des Turcs, justement, on voit des discussions prendre place pour l'instauration de zones de cessez-le-feu, en fait. Je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux. Enfin, vous n'avez pas dit scandaleux, moi je le dis. Mais écoutez, c'est comme ça le cynisme des grandes puissances. Enfin, les Russes sont là, les Américains sont là, ils aident chacun de leur côté. Alors, il y a une part de la réponse, mais pour vous, madame aussi, mais parce que vous savez, il y a aussi une autre ville qui est sur l'Euphrate qui s'appelle Dar el-Zor. Et ça, les Américains voulaient que, en prenant très vite Raqqa, les forces démocratiques, c'est-à-dire les 3 composantes, mais dirigées par les Kurdes, aillent vers Dar el-Zor. Les Russes les ont pris de vitesse, bombardent, et finalement, c'est une avancée russe vers Dar el-Zor. Ça ne veut pas dire que la ville ne soit pas toujours aux mains de Daesh. Et le régime syrien qui en profite, effectivement. Le régime syrien qui profite de cette situation pour être au port de Dar el-Zor. Tout le monde profite des Kurdes. Mais on ne veut pas qu'ils soient indépendants, quand même. C'est d'un cynisme invraisemblable. Je vous propose, Bernard Kouchner, maintenant, de découvrir cette carte. Elle a été réalisée par le service cartographie et infographie du journal Le Monde. Pour nos auditeurs de RFI, pour nos auditeurs de RFI, on voit en jaune les zones de peuplement kurde, un peuple à cheval sur plusieurs pays dans ces zones montagneuses. 4 pays. Au nord de l'Irak, bien sûr, mais aussi en Turquie, en Iran, en Syrie. On voit les frontières. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir quel est le nombre de Kurdes. On a une fourchette 35, 45 millions. Ce qui fait donc, vous le disiez... Ça fait beaucoup, non? Oui, ça fait beaucoup et ça fait le plus grand peuple sans État. Sophie. Oui, question aussi, est-il pertinent d'envisager un État sur des bases ethniques? Ah non, tous les États ne sont pas sur des bases ethniques. L'Irak, justement, il y a cette question de la multiconfessionnalité. Est-ce qu'on risque pas, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'éventuelles épurations ethniques, justement, dans certaines zones? Mais l'épuration ethnique, on parlera d'un autre pays où elle a lieu sous nos yeux et on ne fait rien. Madame, l'Irak, c'était 20% à peine de sunnites qui dirigeaient les 80% du reste. Vous parlez d'une entente. Voyons, c'est comme ça que s'affrontent les gens. Mais est-ce qu'il faut laisser tomber? C'est pas le moment de travailler à ce qui pourra devenir une réconciliation? Mais je crois que travailler à ça, c'est faire un Irak... Enfin, de son côté, ils feront ce qu'ils veulent. Maintenant, ils sont au pouvoir. Les chiites, qui sont majoritaires, sont au pouvoir. Mais les Kurdes sont sunnites, eux aussi. Et je pense que l'idée générale de faire que 40 millions de gens qui le demandent soient réunis dans un pays n'est pas stupide et qu'elle serait au contraire un îlot de stabilité.
Je parle ça en me méfiant de ce que je dis, parce qu'ils ont aussi le récit que vous connaissez, ils ont l'habitude de se combattre. Mais je pense qu'un îlot plus démocratique et un îlot plus stable au milieu du Moyen-Orient serait une bénédiction pour tout le monde. Bénédiction, le mot, puis-je l'enlever. Approprié, mais cet îlot, effectivement, vous le voyez d'abord en Irak. Il ne s'agit pas pour vous de créer cet îlot, d'étendre cet îlot un peu en Syrie, un peu dans la Turquie, etc. Ce n'est pas un démantèlement général des frontières de la région. Non, un démantèlement, il aura lieu un jour, mais pas maintenant. Nous serons morts, vous et moi. Enfin, les Américains, les Russes, les Turcs et les Iraniens sont très contre ce démantèlement. Mais tout le monde est contre. Mais quand on a fait l'indépendance du Kosovo, tout le monde était contre. C'est tout le monde est toujours contre bouger les frontières. C'est tellement commode. Et quand l'Érythrée est devenue indépendante je ne parle pas de son devenir, hein, bon. Mais tout le monde est contre. C'est tellement commode d'avoir fait... Ce sont des frontières coloniales, là aussi. Sykes-Picot, entre eux, avec une règle. Il faut voir le document. Après la Première Guerre mondiale, oui. Pardon ? Sykes-Picot, après la Première Guerre mondiale. Mais du coup, vous voyez ça en Irak dans un premier temps. Pardon ? Vous voyez un Kurdistan irakien tel Bien sûr, pas les autres pour le moment. Ne rêvons pas. On verra bien, c'est à eux de le faire. De regarder maintenant ces images, Bernard Kouchner. Ce sont des villes détruites dans le sud-est de la Turquie depuis la reprise des combats entre les forces de sécurité turques et le PKK, le parti armé kurde. Alors, fini la calmie pour les populations kurdes. Depuis 2 ans, on assiste de nouveau à des scènes de guerre urbaine dans ces régions de l'est de la Turquie. On voit bien que le conflit syrien a embrasé toute la région. Sophie. Oui, alors justement, cette recrudescence du conflit, de la répression des autorités turques contre les Kurdes de Turquie, est-ce que, selon vous, c'est le produit, la conséquence du conflit syrien, ou est-ce que c'est plutôt la dérive autoritaire d'Erdogan qui donne ça ? Non, je crois que les deux facteurs comptent beaucoup. Mais je comprends votre réticence à... Quand je parle d'un îlot de paix, on est dans un îlot de guerre pour le moment. Ne me prenez pas pour un rêveur. Ça fait très longtemps que ça dure et c'est compliqué par l'attitude kurde. L'attitude turque, pardon. Parce que en Turquie, les Kurdes, une partie des Kurdes de Turquie affrontent le gouvernement, bien sûr. Et ce que vous dites est très à craindre. C'est-à-dire qu'à la frontière, il y a maintenant une activité kurde du côté syrien tout le long de la frontière turque. C'est un facteur de complication, voire de danger. Pour le moment, je crois que les Américains et les Russes ne souhaitent pas, ni les Russes ni les Américains, que les Turcs, qui l'ont déjà fait, envahissent de l'autre côté la Syrie, provoquant encore un conflit plus important que ceux qui perdurent. C'est vrai, c'est très dangereux. Philippe. Les Turcs étaient plutôt d'accord avec M. Barzani, kurde de Irak, et les choses s'arrangeaient un peu. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu un réveil depuis, disons, 3-4 ans, pas beaucoup plus, n'est-ce pas, des Kurdes de Syrie. Alors il y a des Kurdes, pourquoi ? Mais parce que nous avons, les colonisateurs, fait de ce groupe homogène une répartition entre 4 pays. C'est notre faute. Et je voudrais quand même vous rappeler, mais vous le savez bien entendu, qu'à la fin de l'Empire ottoman, il y a eu une conférence de Sèvres, France, où on promettait, comme c'était promis, un pays pour les Kurdes. Nous avons trahi, car ensuite, en 1923, à Lausanne, nous avons gommé cette promesse. Donc, voyons, c'est notre responsabilité aussi. Philippe, on voit que le jeu turc dans la région, effectivement, est d'une grande complexité, notamment vis-à-vis des Kurdes, mais pas simplement. Pour vous, la Turquie, après ces années de conflits civils, notamment en Syrie, et les implications de la Turquie dans ce pays, officiellement contre l'État islamique, mais en fait surtout pour contrer et contenir les Kurdes syriens, cette implication, ce double jeu, ça fait de la Turquie un allié toujours fiable pour les Occidentaux dans la région ou pas ? J'en sais rien, vous non plus. Moi, je pense que l'homme est imprévisible et que la tendance islamiste de M. Erdogan ne fait pas de doute. Enfin, il renforce son pouvoir. Il a aussi une majorité qu'il soutient en Turquie, mais le danger est grand. Je pense que le plus grand danger, ce serait une réaction militaire supplémentaire de la part des Turcs en Syrie. Bernard Kouchner, je vous propose d'écouter ce que vous disiez sur ce même plateau il y a 2 ans. Les Kurdes sont des gens qui ont vraiment les mêmes valeurs que nous, même si c'est plus vocalisé que pratique, mais c'est vrai. L'égalité des hommes et des femmes, la démocratie, la séparation entre la religion et l'État. Enfin, tout ça, c'est pas mal. Ah oui. Oui, c'est ce que vous disiez, mais est-ce que la situation sur le terrain n'est pas un peu
plus complexe, Bernard Kouchner. Par exemple, le Parlement ne s'est pas réuni depuis 2015, pardon. Oui, mais le mandat du président Massoud Barzani s'est terminé depuis 2 ans. On attend de nouvelles élections. Elles pourraient avoir lieu en novembre. Philippe, vous avez une question à propos de Massoud Barzani. Massoud Barzani, il joue un peu son va-tout, là, en essayant d'accélérer alors que tout le monde est contre dans la région et que même tout ça est assez conflictuel entre Kurdes eux-mêmes en Irak. Vous pensez qu'il cherche à préparer la relève d'une certaine façon? Il va passer la main ou pas? Vous voyez un successeur? Je pense qu'il passera la main, en tout cas il l'a promis. Mais il a dit attendez, tout le monde est contre, sauf les Kurdes. Les Kurdes, les 2 partis qui se sont déjà affrontés et qui risquaient de s'opposer, non seulement la réunion du Parlement a eu lieu, mais il y a eu un vote pour que PUK, c'est-à-dire plutôt les gauchistes aidés par les Iraniens, et le PDK, plutôt les libéraux aidés par qui? Par les Américains en tout cas, se sont mis d'accord pour ce référendum. Alors vous dites tout le monde est contre, mais le monde est contre, pas les Kurdes. C'est aux Kurdes de décider. Oui, en effet, ça fait 2 ans qu'il a dépassé son mandat. Alors quand vous dites nous partageons les mêmes valeurs, etc., l'alternance dans cette région du monde, quand même, Barzani lui-même, Massoud... Écoutez, c'est pas une démocratie à la française, oui, ça non. Bien sûr, mais le clan Barzani au pouvoir depuis 1946 tout de même. Donc, la famille Barzani... Est-ce qu'il y a une relève possible qui soit... Je l'espère, mais en tout cas, il y a 3 partis, PUK, UPK, Goran. Ils se parlent, il y a un Parlement qui vient de se réunir. En effet, c'était difficile, en effet, c'est pas parfait, et on n'est pas dans un pays du nord de l'Europe, non, mais la tendance démocratique est grande, les votes ont lieu, les femmes et les hommes sont considérés à égalité, ce qui change un tout petit peu, même si c'est imparfait. Sur cette question, je vous propose de regarder ce petit clip, Bernard Kouchner. Mais vous me proposez, je vous disposez même. Alors, elle est kurde, elle s'appelle Eli Luv, et son vrai nom, c'est Helan Abdullah. Sa famille a compté parmi elles des combattants. Son clip a été tourné il y a 2 ans. Il voulait montrer le courage de son peuple face au groupe État islamique. Les images de combat sont réelles. Ce clip a été tourné à 2,5 km du front. Vous le dites, les combattantes... Oui, je parlais de Raqqa, mais elles ont eu un rôle particulier ces 2 dernières années. Mais est-ce que la situation des femmes dans la société kurde, elle, n'est pas plus contrastée? On sait qu'il y a des crimes d'honneur, on sait qu'il y a des mariages forcés. Alors bien sûr qu'il y a une législation avec une volonté d'émancipation, mais est-ce que vous pensez que les femmes ont plus d'avenir dans un Kurde indépendant, Bernard Kouchner? Non seulement je le pense, je le crois fermement, je l'ai vu. Bien sûr, il reste des habitudes ancestrales, tribales, la famille compte beaucoup, c'est pas parfait. À la campagne, les femmes vont pas toutes à l'université, je ne rêve pas. Mais c'est une tendance qui, dans cette partie du monde, est exceptionnelle. Et puisque je parlais de Raqqa, j'ai vu les combattantes de 20 ans, j'ai vu les Yazidis en première ligne, et elles ne reculent jamais. Kobané est une ville qui a été tenue par une femme qui dirigeait le front de Raqqa à l'est, le front de Raqqa à l'ouest, sont dirigés par des femmes. Écoutez, c'est quand même un bon signe. Regardez-les. Elles ont 20 ans, elles savent ce qu'elles font, vous pouvez parler avec elles, il n'y a pas de tabou. Elles vous disent, voilà, j'ai quitté ma famille parce que j'étais enfermée 2 ans, dit l'une. Les autres, parce que j'ai vu ma mère mourir sous les coups de Daesh, ainsi que toutes mes sœurs. Alors, elle parle de vengeance, celle-là, bien entendu. Elles sont composites. Et il n'y a pas que les femmes kurdes. Majoritairement, il y a des femmes kurdes. Mais il y a aussi des femmes chrétiennes qui se battent. Et puis, chez les Arabes, qui, encore une fois, je l'ai dit, à Raqqa sont en première ligne. Bon, là, il y en a moins. Oui, ça mettra du temps, mais il y a des germes formidables. Alors justement, tout ça a lieu en ce moment dans le Kurdistan d'aujourd'hui. C'est cette possibilité pour les Kurdes de s'exprimer, Kurdistan d'aujourd'hui, je ne sais pas, vous parlez d'où? Ou d'hier, en Irak. Est-ce que, justement, la tenue d'un référendum le week-end prochain, éventuellement, ne pourrait pas bouleverser tout cela en ravivant les tensions, notamment parce qu'il y a des choses conflictuelles? Par exemple, Kirkouk, la zone de Kirkouk, qui a décidé de participer au référendum du 25, alors que le gouverneur lui-même a été limogé. On voit, parce que Kirkouk, c'est là qu'il y a le pétrole. Donc les Irakiens ne vont pas laisser faire. Pourquoi ne pas rester pour le moment dans un statut d'autonomie qui permet... Parce que ça dure depuis des années, des siècles, et que c'est fini, ils ne veulent plus. Laissez-les décider pour eux-mêmes.
Laissez-les décider. Vous savez, il ne se passera rien. Hein. Il va y avoir ce référendum le 25 et on ne va pas mettre des drapeaux et empêcher les Irakiens de venir au Kurdistan. Il y aura des négociations avec le pouvoir central à Bagdad. Il y aura des négociations avec le pouvoir central. Mais il y a déjà si le oui l'emporte. Oui, alors attendez, je vous signale que oui, Kirkuk s'est disputé depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'on a inventé, si j'ose dire, le pétrole en Irak. Alors, c'est pas nouveau tout ça. Le gouverneur de Kirkuk, lui, n'est pas très gêné d'avoir été limogé puisqu'il explique que de toute façon, ça ne changera rien et que c'est lui qui est en charge de toute façon. Je connais très bien le directeur de Kirkuk. C'est un homme très habile et très intelligent. Laissons-les se débrouiller. Je ne dis pas que c'est tout rose. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est la Suisse qu'on va faire des confédérations. Non. Mais dans cet endroit de meurtre, de haine, de bataille perpétuelle, j'espère, je ne suis pas sûr, que les Kurdes vont constituer un espoir. Et en tout cas, pour les femmes, c'est pas douteux une seconde. Et je pense que c'est un signe majeur que cette égalité qui intervient, en tout cas au niveau de la bataille, et aussi dans la société, aussi dans l'administration, que cette égalité entre les hommes et les femmes. D'un point de vue législatif, pas toujours dans la réalité. Une autre actualité maintenant, Bernard Kouchner, celle des migrants qui traversent la Libye. Écoutez ce témoignage. Il m'a frappé encore et encore. J'avais les mains contre le mur comme ça et il m'a battu. Et regardez cet homme, il a la jambe cassée. Bernard Kouchner, la France conduit des négociations pour faire avancer le dossier libyen, mais la situation est toujours très dégradée dans ce pays. Philippe Le Monde, cette semaine, a consacré sa une à la crise migratoire entre la Libye et l'Italie. Oui, notamment pour expliquer que le gouvernement italien a passé certains accords avec des milices armées qui contrôlaient certains trafics. Est-ce que ça vous semble une bonne façon de procéder, de subventionner, disons, d'anciens trafiquants pour qu'ils contrôlent davantage et mieux les frontières pour éviter certains passages? Tout passons du coq à l'âne, je vais vous le faire remarquer. Ce qui se passe en Libye, etc., c'est quand même aussi des conséquences... Non, tout le monde va tout mélanger. Non, sur la... écoutez, nous avions des Syriens qui se présentaient à notre porte, à nos portes. Oui. Nous les avons refusés, y compris les Syriens chrétiens, que certains ici soutiennent beaucoup. Bon, alors en Libye, où c'est un chaos supplémentaire, mais là, il n'y a pas de Kurdes. Vous voyez, on n'a pas besoin de Kurdes pour faire le chaos. Il n'y a pas de solution miracle. Tout le monde essaie, non pas d'accueillir, de faire en sorte que chez eux, ça s'arrange et qu'ils puissent retourner chez eux. Tout le monde, en tout cas l'Italie, qui est débordée, refuse une attitude plus humaine, sauf Madame Merkel. Madame Merkel a pris 1 million, et elle va être élue. De migrants. 1 million de migrants. Et nous, on en a pris 5 000, et en rechignant. Et en donnant des leçons à Mme Merkel. Nous n'avons pas à être le pays des droits de l'homme. Je suis indigné par l'attitude de la France. Je ne dis pas que c'est la solution, qu'ils partent tous de chez eux, mais essayez, puisque c'est la question, d'apporter un peu d'apaisement en Libye, ça ne me paraît pas mauvais. Maintenant, est-ce qu'il faut parler avec les trafiquants? Oui. Vous avez confirmation de ce genre d'agissement, effectivement, de la part des Italiens? Non, on l'a beaucoup dit, et puis on a reculé, vous savez, la limite des eaux territoriales, et heureusement, les organisations non gouvernementales, les ONG françaises en particulier, cette fois-ci, étaient dans la mer, ce qui est pas mal par rapport à l'ancienne mer de Chine. Mais beaucoup arrêtent, justement, suite aux pressions ils ont tort d'arrêter, je crois que... Ouais. Non, MSF Italie avait dit qu'il n'allait pas arrêter, et je trouve que c'est normal. Il faut toujours essayer, il faut aider à ce que les gens ne meurent pas en mer. Bernard Kouchner, est-ce que c'est pas l'Union européenne aussi qu'il faut mettre en cause? Oui. Et le fait, par exemple, qu'on ne soit pas revenu sur ces accords de Dublin, qui font que ce seront les pays d'arrivée qui doivent enregistrer les migrants, faire toutes les démarches avec eux, ce qui leur fait peser un poids vraiment Je suis exorbitant. d'accord complètement avec vous. Il faut réviser ça, mais personne ne le veut. Alors, il se trouve que l'Italie est la plus proche. Alors, c'est l'Italie qui prend le fardeau. Ils le font très courageusement. Ils l'ont fait pas mal. Et alors, maintenant, il y a un retour vers l'Espagne aussi. Bien sûr, vous avez raison. Non seulement les pays européens sont responsables, mais ils sont responsables de ne pas avoir partagé le fardeau en 28 ou en 27 maintenant. Et ça, c'était rien du tout. Rappelez-vous, lorsque la Commission européenne a proposé
une répartition, la France devait en prendre 7000. C'est-à-dire rien du tout dans un pays de 67 millions d'habitants. Et puis, il faut se souvenir que ces gens-là fuient le Daesh. Parce que nous, on a peur des attentats. Mais eux aussi ont eu peur des attentats. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Ce ne sont pas des terroristes, pas du tout. Il y a eu une petite suspicion. Alors oui, vous avez raison, il faudrait que les pays soient partagés, qu'il y ait ce qu'on appelle les spotlights, bon, à côté à côté dans des îles ou ailleurs, même sur d'autres territoires, on pourrait répartir ceux qui demandent l'asile et pas seulement se fier à la proximité géographique. C'est le pays de premier accueil qui supporte tout le fardeau. Vous avez tout à fait raison, c'est injuste. Alors, puisque vous parlez... Mais il faut changer la Convention de 51, ça pour Alors, ça. sans passer du coq à l'âne, mais puisque... Parce qu'on a évacué la question kurde, mais on a passé beaucoup de temps sur cette question. Enfin, je voulais vous parler de la politique étrangère de la France, du rôle de la France par rapport aux migrants. Mais on a un nouveau président et il semblerait qu'on ait une nouvelle diplomatie. On a... le président Poutine qui est venu en France sur l'invitation du président Macron. On a eu le président Trump sur les Champs-Élysées. C'est pour parler sur la Libye, une mini-crise avec la Pologne. C'est à propos des travailleurs détachés. Emmanuel Macron revendique une voix forte pour la France et défend les intérêts de la France. Philippe, sur le style Macron, une question à Bernard Kouchner. Vous qui avez été notamment ministre... Répondez-y. C'est qu'une question, si vous avez la réponse. Vous qui avez été ministre de M. Sarkozy, on le rappelle, est-ce que M. Macron... J'étais ministre aussi de M. Mitterrand, on rappelle ça. Oui. Non, mais là c'est ce que veut faire Macron, pas de gauche et droite sur ces affaires étrangères. Est-ce que le style Macron vous rappelle pas de temps en temps furieusement celui de M. Sarkozy, c'est-à-dire une grande présence, beaucoup d'énergie, pas mal d'arrogance et une tendance à jouer un petit peu perso, notamment dans le cadre européen? Moi, j'enlèverais le mot arrogance. Oui. Bon, à part ça, oui, il est en effet très volontaire. Mais la politique, vous savez, on croit qu'on change la politique étrangère de la France. C'est pas comme ça qu'on la change. Il faut avoir d'abord l'Europe. Vous avez eu raison d'en parler. Il semble que Emmanuel Macron, avec Mme Merkel, ait des visées enfin précises. Et qu'après l'élection de Mme Merkel, que je souhaite, mais ça n'est pas fait, il y aura probablement une nouvelle énergie. Ça, c'est capital. Parce que tout seul, la France ne peut rien faire. Bien sûr, nous sommes quand même le 5e pays du monde, j'aimerais bien qu'on revienne le 4e, mais on peut faire la Centrafrique avec beaucoup de difficultés, le Mali avec beaucoup de difficultés. Venons-y à l'Afrique. Attendez, laissez-moi finir l'Europe, je liquide. Bon, nous ne pouvons rien faire sans l'Europe. Il faut reconquérir l'Europe, et d'abord dans les cœurs, parce que c'est pas très sympathique de parler d'Europe maintenant. Alors on parle toujours, d'Erasmus et des étudiants qui n'ont pas besoin de passeport. D'accord, mais c'est pas ça. Il faut que l'Europe devienne plus politique, et là nous serons capables de faire pièce aux Américains, de faire pièce aux Russes. Si on ne fait pas ça, la France fait ce qu'elle peut, et j'approuve la politique du président de la République, M. Macron. Voilà. Bien sûr, mais c'est pas suffisant. Donc, voilà. On veut régler en Libye. C'est pas suffisant, c'est très bien les efforts de la France, la Selle-Saint-Cloud, tout ça c'était bien fait. Bernard Kouchner, les présidents se succèdent et chacun, depuis quelque temps, jure de mettre fin à la France-Afrique, entre guillemets. Ça veut dire ces espèces d'habitudes de maintenir en place certains dirigeants, ceux qui nous arrangent, etc., au-delà de la bonne gouvernance. Est-ce que vous pensez que c'est fini avec Macron cette fois ? Mais c'est pas Macron, c'était pas Sarkozy, c'était pas Mitterrand. C'est une vieille tradition de la France avec des pays qui ont été les pays de la sphère française. Nous étions les colons. Et il y a de mauvaises habitudes qui se sont perpétrées. Mais honnêtement, la France-Afrique est en train de disparaître. Il y a de plus en plus... Là aussi, c'est pas la démocratie parfaite, mais enfin quand même, il y a des élections, les présidents sont élus, il y a des constitutions avec seulement 2 mandats, d'autres avec 3 mandats. Ça s'arrange. Mais ce qui s'arrange, c'est l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique de demain, non seulement, il faut parler de si on ne parle pas de démographie, on ne parle plus de politique étrangère. Mais laissons ça de côté. Je pense qu'il y aura un développement de l'Afrique et un espoir africain très grand. Mais ce qui ne s'arrange pas, c'est l'aide publique au développement accordée par la France. Ah ça non, pas du tout, elle ne s'arrange pas, elle diminue. Bon, autre actualité... Mais on promet toujours, qu'est-ce que vous voulez, les présidents, un par un,
Je ne parle pas de la psychologie des présidents, mais ils ont tendance à promettre toujours. Bernard les uns Kouchner, et les autres. on va aller sur une autre actualité. Oui, parce que vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, vous l'avez évoqué. C'est celle qui concerne la Birmanie, ce qui se passe en ce moment en Birmanie, où les Rohingyas, cette minorité musulmane est persécutée dans ce pays, à 80-90% bouddhiste. Ils fuient vers le Bangladesh. Ils sont près de 400 000 aujourd'hui à s'y être réfugiés, dont près de 200 000 enfants. Et c'est un drame pratiquement à huis clos, pas d'accès pour les ONG, pas d'accès pour les Nations Unies. Et aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. C'est une amie, vous avez dit. Elle est très silencieuse. Elle est scandaleuse. Elle a Ce silence est scandaleux. Oui. Elle est scandaleuse. Ce qui se passe est ignoble. Évidemment, ils sont musulmans. Alors maintenant, ça fait bien d'être... Mais ces pauvres musulmans Rohingyas, dont on dit qu'ils n'ont pas de carte d'identité pour la moitié d'entre eux, pour Madame Aung San Suu Kyi, en qui nous avons eu, je ne sais pas confiance, c'est pas le mot, nous avons eu beaucoup d'admiration. Elle ne dit rien alors que son parti est au pouvoir, qu'elle a la majorité au Parlement, et ça veut dire qu'elle n'a pas le pouvoir, peut-être. Ce serait la meilleure hypothèse. Elle voudrait bien faire quelque chose, mais elle ne peut pas parce que les militaires continuent à peser sur ce pays lourdement. Mais de toute façon, ce qui se passe est un scandale qui ne fait réagir personne, sauf l'ONU qui dit purification ethnique. C'est pas suffisant. Est-ce que la clé n'est pas du côté de la Chine, Bernard Kouchner? Elle n'est pas pour la Corée, du côté de la Chine. On prête beaucoup à la Chine. Ce qui est sûr, c'est que ONG, à l'intérieur de la Birmanie, il y en a, y compris des Françaises, qui ne peuvent pas agir comme ils le souhaitent, parce que l'armée est là. Mais on peut agir au Bangladesh, parce qu'il y a, vous savez, il y a eu plusieurs exodes dans les 20 dernières années des Rohingyas. Et il y a toujours les mêmes camps du côté du Bangladesh. Là, on pourrait agir. Mais enfin, les ONG ne peuvent pas prendre tout le monde en charge. Mais est-ce que vous pensez que Aung San Suu Kyi ne se manifeste pas parce qu'elle va dans le sens de l'opinion birmane qui est très hostile aux Rohingyas? Écoutez, je ne veux pas faire sa psychanalyse, ça prendrait du temps. Mais enfin, elle a été très courageuse, je m'en souviens, j'ai été la voir plusieurs fois. Mais là, maintenant, je la trouve indéfendable. Indéfendable. Elle s'est même dégonflée d'aller parler à l'Assemblée des Nations Unies. Mais peut-être parce qu'elle ne peut pas cautionner ce que fait son pays. Elle le fait. Elle le fait d'une certaine façon. Elle le fait par son silence. Elle le fait par son silence. Elle promet un discours mardi. Elle promet un discours mardi quand elle va essayer de parler. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Est-ce qu'en fait, ça ne veut pas dire que le véritable pouvoir reste dans les mains des militaires? C'est peut-être pour ça qu'elle ne peut rien dire. Me dites-vous qu'elle va à l'Assemblée des Nations Unies? Non. Elle a promis un discours, non pas à l'ONU. Ah oui, en Birmanie. Bon, elle va dire qu'elle n'aime pas ça, j'en sais rien, j'espère au moins. Mais enfin, en tout cas... C'est les militaires qui tirent les manettes, effectivement. Non, mais il n'y a pas... Mais vous savez, on pense que les bouddhistes, souvent, sont doux et gentils. Les bouddhistes, ils ne se parlent même pas entre eux. De Dalai Lama, mon ami que j'aime, bon, lui, il a eu le courage de dire ce qu'il fait n'est pas bien. Mais moi, je me souviens que j'avais proposé au Dalai Lama que les 3 grands bouddhismes se rencontrent, comme ça, ils ne veulent pas. Souvenez-vous, au Cambodge, on pensait que les bouddhistes étaient doux. Ils ne sont pas doux. Ils s'assassinent. Vous avez vu les manifestations des bouddhistes au Sri Lanka? Oui. Alors, personne n'est doux sur la terre. La règle, c'est de se battre, hélas. Moi, je suis un homme de paix, mais je vois toujours la guerre. Vous avez évoqué la Corée. Effectivement, très loin de nous, il y a cette menace qui raccourcit les distances, la menace nucléaire. La Corée du Nord se dit proche de détenir l'arme nucléaire. Et puis, il y a eu ces tirs de missiles le dernier vendredi au-dessus du Japon. Sophie? Oui, les sanctions, le régime des sanctions contre la Corée du Nord, ça n'a jamais fonctionné, finalement. Alors, il faut prendre acte du fait que la Corée du Nord est quasiment devenue un État nucléaire? Écoutez, je ne peux pas répondre. Je veux dire, M. Trump est un homme particulier dont on ne connaît pas les lignes directrices. Donc c'est lui le danger, en fait? Ah non, c'est pas le danger, mais enfin, il a dit au début, vous allez voir, en gros, il a dit que que les armes... La réponse serait militaire. Il ne le fait pas. Est-ce que c'est bien? Bah oui, si on trouve autre chose. Et là, vous avez évoqué vous-même la Chine. Je pense que c'est elle qui a la clé. Mais pas tellement. Quand vous regardez l'histoire des relations entre la Corée du Nord et la Chine, ils n'ont pas toujours écouté. Par exemple, pour le moment, théoriquement, il y a un embargo sur le pétrole. Qui fournit le pétrole? La Chine. Enfin, espérons que les choses se détendront et que monsieur... Comment s'appelle? Oui.
Vous avez vu, j'ai fait crâne rasé, oui. Non, je n'ai aucun respect pour lui, pardonnez-moi, aucun respect pour lui. Son peuple est affamé, son peuple est asservi, et pendant ce temps-là, il menace. Alors, les Japon, la Corée du Sud, les Américains, à un moment donné, ça va être explosif. Si à chaque fois qu'il y a une toute petite tension supplémentaire, il envoie une fusée, ça va quand même être très compliqué. C'est pas que je prédis la guerre, non, mais je pense qu'il faut s'en occuper sérieusement. Comment ? Qui a une idée ? Ce qui rend cette crise quand même, qui est la première de M. Trump au niveau international depuis son arrivée en fonction à la Maison-Blanche aux États-Unis, ce qui rend cette crise tout à fait particulière, c'est justement l'imprévisibilité de Donald Trump. Oui. Et on a même le sentiment que c'est finalement ça le plus dangereux. C'est un peu votre avis, non, d'après ce que vous suggérez ou pas ? Oui, moi j'ai dit qu'il est imprévisible, même pour lui-même, j'ai l'impression. Parce qu'il dit un truc, il dit son contraire. Il n'y a pas de que c'est pas le seul. Il menace du feu nucléaire, par exemple. Enfin, au moins dans certains tweets, il suggère que. Donc c'est ça le vrai danger, en fait ? Non, c'est pas le vrai danger. Le vrai danger, c'est la Corée du Nord. Le vrai danger, c'est l'homme qui a décidé de conquérir, je sais pas quoi d'ailleurs, l'Asie, ou en tout cas de se battre contre le démon américain. Mais c'est pas ça le grand danger. Non, c'est pas M. Trump. Le grand danger, c'est un danger d'explosion possible dans un endroit finalement très restreint par rapport au reste du monde, où, c'est vrai, la Chine a quand même la grande influence. Mais pensez-vous que les Japonais, qui se réarment alors que, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ne pouvaient pas trop se manifester sur le plan militaire, ont décidé de se défendre et de construire du matériel pour cela. Donc c'est très dangereux. Et l'entourage, vous connaissez bien les États-Unis, l'entourage de Trump peut contribuer à apaiser les choses ? Si lui met de l'huile sur le feu, éventuellement ? Je ne sais pas qui a de l'influence sur Trump. Moi, je n'ai pas le sentiment, même s'ils obéissent aux ordres, que les militaires américains souhaitent une guerre là-bas. Je ne crois pas du tout. Mais que voulez-vous ? Ça peut déraper, ça peut déraper. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet parce que j'allais vous demander, est-ce que vous êtes inquiet ? Je trouve que le dictateur nord-coréen ridicule. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en politique internationale, sinon il y aurait beaucoup de succès. J'ai envie de vous demander, votre présence aujourd'hui sur ce plateau à TV5 Monde, c'était important pour parler de la question kurde pour vous. C'est essentiel, mais est-ce que c'est essentiel pour l'état du monde dans cette région ? Moi, je pense que dans cette région, oui, avoir une notion plus égalitaire entre les hommes et les femmes, séparer la religion de l'État, être démocratique, avoir des institutions démocratiques dans ce Moyen-Orient à feu et à sang, je pense que ce serait très important, puisque nous sommes, les uns et les autres, préoccupés par ce qui se passe au Moyen-Orient et par les exactions et par le meurtre et par tout ça. On ne peut pas faire plus barbare que les Daesh. Je ne crois pas, ça va être dur à inventer, n'est-ce pas ? Oui, eh bien, c'est une bonne occasion, alors que nos amis kurdes se battent contre eux, mes amis kurdes en tout cas, d'essayer d'apporter un peu de paix dans cet endroit. Je pense qu'avec eux, c'est possible. Et je ne dis pas, encore une fois, que les 40 millions vont se réunir. Pas du tout. Mais oui, mais les Syriens, par exemple, les Kurdes syriens qui se sont battus pour Kobané, qui se sont battus à Raqqa, est-ce qu'ils ne vont pas demander leur indépendance ? Mais Madame Joly, et Bachar el-Assad, il a tué 400 000 personnes dans son peuple. Qu'est-ce qu'on fait ? On va discuter avec lui ? Bon, j'ai compris qu'on allait au moins, au départ, s'il y a une négociation, discuter avec lui, et puis on verra. Mais je pense que ce que proposent les Kurdes syriens qui ne s'étaient pas fait entendre depuis très longtemps, l'alliance avec les Arabes qui sont avec eux, l'alliance avec les chrétiens qui sont déjà avec eux, si cette région du nord de la Syrie peut être un petit exemple pour toute la Syrie ou au moins pour la négociation, je pense que oui, c'est un très, très, très gros atout pour le reste du monde. Ça ne règle pas le problème coréen, ça ne règle pas le problème libyen, mais on ne va pas régler tout d'un seul coup. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, Bernard Kouchner, d'avoir été notre invité, l'invité de TV5 Monde, de RFI et du journal Le Monde, pour cette nouvelle formule d'International. Qui est belle. C'est la fin de cette émission. Merci pour vos compliments. Merci à vous tous, téléspectateurs et auditeurs. Nous vous disons à la semaine prochaine.